Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Génération Parents, le podcast qui décrypte l'éducation du XXIe siècle. Je suis Solène Boquillon-Le Goisiou, la fondatrice de Soft Kids et l'autrice du livre « Préparez aujourd'hui vos enfants au monde de demain ». Chaque semaine, je vous propose de se retrouver avec mes experts et des invités autour des questions d'éducation du XXIe siècle. C'est parti! Et pour cette semaine, je suis ravie d'accueillir nos invités réguliers. Tout d'abord, Amélia Matar, la fondatrice de Coloris et l'autrice des écrans Ça s'apprend. Bonjour Amélia. Bonjour. Et Barbara Mayer, qui est notre Shiva de la charge mentale et l'autrice de J'arrête d'être débordée. Bonjour Barbara. Salut tout le monde. Et aujourd'hui, en invité spécial, nous avons Oriane Penny-Lepastier, qui est la directrice générale de l'Institut de l'engagement, une structure qui accompagne chaque année des centaines de jeunes révélés par leur engagement pour leur offrir de nouvelles perspectives éducatives et professionnelles. Bonjour Oriane, merci d'être avec nous. Bonjour Solène, bonjour à toutes, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Alors, pour cette semaine, au sommaire, nous allons d'abord parler de l'actualité de la semaine. Faut-il repousser l'heure du premier cours au collège et au lycée? On en parle tout de suite. Ensuite, on aura le débat. Les jeunes sont-ils moins engagés qu'avant? Oriane va nous éclairer avec tout ce que les jeunes font à l'Institut de l'engagement. Et puis, nous terminerons par nos rubriques astuces parents et notre super quiz. Allez, c'est parti. On démarre avec l'actualité de la semaine. Faut-il repousser l'heure du premier cours au collège et au lycée? C'est la question soulevée par une note qui a été rendue publique la semaine dernière par le Conseil scientifique de l'éducation nationale. Et les arguments sont assez solides, voire biologiques, puisque à l'adolescence, l'horloge interne se décale naturellement. Les jeunes ont tendance à s'endormir et se réveiller plus tard. Ce phénomène est appelé le décalage de phase, et c'est pas une lubie d'ado paresseux, mais un changement physiologique normal lié à la puberté. Problème, les cours commencent à 8h et ne collent pas du tout avec le rythme biologique des adolescents. Résultat, privation chronique de sommeil, troubles de l'humeur, baisse de la concentration et performance scolaire en berne. Alors, le Conseil scientifique de l'éducation nationale recommande de commencer les cours plus tard. Et il y a une équipe de chercheurs qui a travaillé avec l'internat de Sourdin près de Paris. Ils ont pris 2 groupes d'élèves de 5e et il y en avait un qui commençait à 8h et un qui commençait à 9h. Verdict, le groupe de 9h a gagné en moyenne 25 minutes de sommeil chaque nuit. Ça a amélioré leur humeur, réduit leur anxiété, boosté leur capacité cognitive et améliorer leurs résultats scolaires. Et il y a une expérience similaire qui a été faite aux États-Unis et qui a montré que les profs dormaient mieux aussi, et se sentaient aussi plus en forme et étaient moins fatigués. En résumé, décaler l'heure de début des cours, c'est un levier simple et efficace et fondé scientifiquement pour améliorer le bien-être et la réussite des élèves et de leurs enseignants. Alors, chers invités, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes pour ou contre que tous les collégiens et les lycéens et les profs de France commencent à 9h au lieu de 8h? Moi, je suis pour. La semaine dernière, j'ai deux de 15 ans. Donc, mes jumelles, elles ont 15 ans. On a fait grand chelem sur 5 jours d'école. On a eu 3 retards. Bon, cumulés sur 2. Donc, 2 jours, les 2 mêmes. Et 2 jours plus tard, une des 2, hop, retard. Et elle dit, j'arrive pas à me lever. Donc, moi, je suis fan parce que, en plus, c'est vrai qu'on le note, elles s'endorment beaucoup plus tard. Et on a l'impression qu'elles le font exprès, mais pas du tout. On le voit que physiquement, leur énergie, là, vers 21h, elles ont une phase d'énergie. Elles racontent leur journée, elles refont le monde, etc. Alors que nous, 21h, s'il vous plaît, laissez-nous dormir. Ouais, ça, mais je suis contente qu'il y ait des études physio qui prouvent ça. À la fois pour que les parents, on arrête de s'énerver.
Et puis oui, si on peut faire bouger l'éducation nationale, mais là-dessus, Solène, bonne chance. Tu connais ça par cœur. Je suis pas sûre que ce soit quelque chose qui passe cette année. Et puis le problème, c'est que la plupart du temps, tout ce que recommande le Conseil scientifique de l'éducation nationale n'est jamais appliqué. On se demande pourquoi est-ce que Pourquoi il sert? on a un Conseil scientifique de l'éducation nationale. Amélia, Oriane, vous avez des choses à ajouter? Très clairement, à quand, une écoute, vraiment attentive et surtout une adaptation en mesures concrètes, des recommandations scientifiques? Enfin, si la science est très explicite et très claire et effectivement cette question de chronobiologie, elle commence à être vraiment, sue, voilà, à quand des mesures concrètes? Et il me semble, alors peut-être que, voilà, je suis un peu naïve et je manque, de lucidité sur le sujet, mais il me semble que c'est pas une mesure si compliquée de décaler, d'1 heure, hein, et pour le coup avec des effets, pourtant vraiment très, très opportuns pour les enfants. Donc voilà, dans la balance, bénéfice, complexité, il faut y aller, quoi. Mmh. Après, on verra parce que je sais que le Conseil économique et social qui planche là sur les rythmes de l'enfant en a parlé aussi. Donc à voir. Écoutez, moi, je suis pas encore concernée parce que les miens vont pas encore au collège, hein. Mais je repense à, la petite jeune fille de 11-12 ans que j'étais, qui prenait seule le métro, vers 7h15 du matin et je pense qu'à l'époque, j'aurais vraiment aimé commencer 1 heure plus tard. Donc oui, je suis plutôt pour. Bon, eh ben, on va voir hein, si ça bouge sur ce sujet. Comme je disais, il y a aussi la convention citoyenne des rythmes de l'enfant là qui a démarré ses consultations et qui a consulté énormément de profs, de collégiens, de lycéens, de parents, etc. Et il y a exactement le même bilan que celui du Conseil économique de scientifique de l'éducation nationale. Donc peut-être que les deux instances vont se rejoindre et vont réussir à faire un miracle et peut-être que nos enfants auront enfin des emplois du temps qui répondent à leurs besoins physiologiques. C'est à suivre, on ne manquera pas de vous informer. Allez, on passe au débat, mais juste avant le débat, Oriane, je vais un petit peu te représenter. Donc, tu es directrice générale de l'Institut de l'engagement. Tu as un parcours assez passionnant entre la haute fonction publique, le milieu associatif. Tu es diplômée de Sciences Po, ancienne élève de l'ENA. Tu as travaillé au cabinet de Roselyne Bachelot à l'agence du service civique. Au-delà de ce parcours institutionnel, tu es surtout profondément engagée pour l'intérêt général. Ta vocation, c'est de dire que chaque jeune, quel que soit son parcours, a quelque chose à apporter à la société. Et aujourd'hui, donc, tu diriges l'Institut de l'engagement, une structure qui soutient chaque année plus de 500 jeunes lauréats révélés par leur engagement, que ce soit dans le service civique, le bénévolat ou des projets solidaires. Et tu les aides à construire leur avenir scolaire, professionnel et personnel. Donc, on est ravis de t'avoir avec nous pour débattre de ce sujet. Les jeunes sont-ils moins engagés qu'avant ? Parce que c'est vrai qu'on a on a cette petite musique là qui nous dit oui, cette nouvelle jeunesse ne fait rien du tout. Ils sont juste sur les écrans à scroller et ils ne sont pas engagés. Ils ne s'intéressent plus à rien, ils ne votent pas. Mais est-ce que c'est vraiment la réalité? Moi, je vais juste, parce que j'adore les chiffres, je vais juste introduire par 2 chiffres. Le premier, c'est lors des dernières élections législatives, on a 28% des moins de 30 ans qui ont voté au second tour. Donc il y a 7 jeunes sur 10 ne se sont pas rendus aux urnes. Alors est-ce qu'il faut en conclure à un désengagement? C'est peut-être juste un désengagement envers la politique, parce que si on regarde l'engagement bénévole, c'est une toute autre histoire, puisque en 2024, on a 30% des 15-30 ans qui déclarent faire du bénévolat au moins une fois par mois. Et plus largement, on a 44% des jeunes entre 15 et 34 ans qui se disent engagés dans une ou plusieurs associations. Donc, peut-être un désengagement politique, mais un vrai engagement dans la vie civile et associative. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, Oriane, de ce que tu vois sur le terrain?
Alors effectivement, comme tu l'as dit, Solène, on est plutôt sur aujourd'hui des nouvelles formes d'engagement. Mais effectivement, en tant que directrice générale de l'Institut de l'engagement, moi je suis pas du tout en accord avec, l'idée reçue qui circule, comme quoi les jeunes, seraient moins engagés qu'avant. C'est même, nous le contraire, ce qu'on constate, à partir des jeunes qu'on suit chaque année. Heu, il faut savoir qu'aujourd'hui 80 des jeunes se disent prêts à s'engager pour une cause qui leur tient à cœur. 80 c'est énorme et donc c'est effectivement le contraire d'une génération qui serait pas engagée. Et effectivement, comme tu l'as souligné, on voit que le bénévolat, en fait, il est en hausse chez les 15-34 ans, alors qu'il est en baisse chez les plus de 65 ans. Donc c'est vraiment à l'inverse des représentations qu'on a, où en fait le bénévolat est plutôt porté par les retraités et plutôt abandonné par la jeunesse. C'est vraiment le contraire qu'on constate sur le terrain. Et pourquoi est-ce que l'Institut de l'engagement existe? En fait, c'est lié aussi au formidable succès qu'a pu avoir le service civique depuis 2010. Peut-être juste pour vous raconter l'histoire. Donc nous, on est une association d'intérêt général qui a été fondée dans la foulée de ce service civique. Et en fait, en 2010, quand le service civique a été créé, il y avait de la place pour à peu près 20 000 jeunes. Et en fait, très rapidement, il y a eu 10 fois plus de candidats que de missions possibles. Donc là, 10 fois plus, c'est vraiment le contraire de tout ce que pouvaient craindre ou laisser entendre tous ceux qui avaient plaidé à l'époque et qui d'ailleurs continuent de plaider encore pour le fait que s'il n'en est pas obligatoire, alors les jeunes ne s'engageront pas. On a régulièrement ce débat-là qui revient notamment au Parlement. Et en fait, aujourd'hui, on voit que les jeunes ont envie de s'engager, ont envie de donner de leur temps pour les autres, mais ils savent pas toujours forcément comment faire. Et donc, comme tu l'as souligné, il y a des nouvelles formes d'engagement parce que quand les 80 des jeunes disent qu'ils sont prêts à s'engager, ils pensent aussi à leur manière de consommer. C'est-à-dire, moi, je veux consommer de telle et telle manière, je veux devenir végétarien, je veux plus consommer tel type de produit pour exprimer mon engagement. Ils l'expriment aussi avec leur stratégie de communication sur les réseaux sociaux. C'est aussi pour eux un nouveau relais de militantisme. Mais ils ont besoin que de pouvoir voir immédiatement leur action et de pouvoir en voir les effets. Et effectivement, dans un contexte où on a toujours une défiance très forte envers les institutions, comme tu l'as souligné, bah, c'est une génération qui vote moins, qui va moins adhérer aux syndicats traditionnels, mais c'est pas pour autant une génération moins engagée. Et alors, est-ce qu'il y a des types d'engagement qu'on voit qui, alors, nous, ceux qu'on voit le plus, c'est par exemple les engagements écologiques, puisque c'est ceux qui font le plus parler. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on voit? Bah, j'ai parlé de la consommation Ouais. individuelle, alimentaire, la communication et évidemment toujours le bénévolat, y compris pour des missions très ponctuelles et de très court terme. Mais ça reste aujourd'hui le cœur battant, je dirais, de l'engagement citoyen des jeunes, avec évidemment aussi le service civique qui rassemble désormais plus de 80 000 jeunes par an. Donc c'est plus de 10% d'une classe d'âge, hein. Donc ça veut dire qu'entre 18 et 25 ans, il y a une proportion très importante de la jeunesse aujourd'hui qui c'est au moins 6 mois en service civique. Barbara, Amélia, vous avez des questions? Alors, nous, aux US, le community service, c'est obligatoire dans les écoles. Donc, tu as 10 heures, 20 heures, c'est souvent 20 heures de community hours que tu as à faire. Et donc, du coup, ça déclenche effectivement des volontés de participer à certaines communautés de façon bénévole. Ce qu'on a gardé quand on est rentré en France, enfin, voilà, tout le monde donne de son temps, ça fait partie de notre système de valeurs familiales. Et du coup, on a trouvé que c'était très difficile, par exemple en France, de trouver des associations de non-profit pour s'engager. Et voilà, donc on a encore, on trouve, mais enfin vraiment, moi j'ai trouvé ça difficile et les enfants, enfin les filles, elles ont trouvé ça vraiment difficile de s'engager. Alors peut-être t'as des petites astuces pour les enfants, les moins de 18 ans qui ont envie de s'engager, là, entre 13, 14 et 18. J'en parlerai dans la question de parents. J'ai fait Super. toute une liste. Mais moi, Oriane, j'aurais bien aimé que tu me donnes des exemples de les lauréats, par exemple, de cette année. Ils sont engagés sur quoi? Les lauréats de cette année, on les connaît pas encore puisqu'on est Alors de l'année dernière? de recruter. Non, alors c'est extrêmement varié. On a les 2 tiers des jeunes, nous, qu'on accompagne, sont passés par le service civique, mais il y en a aussi un tiers qui vient du bénévolat associatif.
mais aussi du volontariat. On va avoir, par exemple, des bénévoles, dans le milieu, associatif étudiant. On va avoir, des sapeurs-pompiers. On va avoir des jeunes, qui ont eu des missions dans le domaine culturel, dans le domaine éducatif, puisqu'il y a pas mal de missions de volontariat, au sein des établissements scolaires, par exemple, pour animer des ateliers périscolaires, pour aider, les enfants en difficulté. Il y a des choses, assez variées. Il va y avoir aussi, beaucoup de missions, sur, la question environnementale, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait partie des sujets de préoccupation majeure de la jeunesse et c'est un vecteur d'engagement, hyper important pour les jeunes. Et on a aussi beaucoup de missions dans le domaine de la solidarité, au sens, classique du terme, à la fois pour aider des personnes âgées, pour aider des personnes, en situation de handicap ou, pour lutter contre la pauvreté. Et là, il y a une moyenne d'âge, enfin, c'est tout âge confondu, où il y a des âges qui sont, enfin, où on a l'impression qu'ils prennent plus le temps pour s'engager. Parce que c'est vrai que si on fait l'école plus les activités extrascolaires, plus ça, c'est. Alors nous, côté institut de l'engagement, on s'adresse aux jeunes entre 16 et 30 ans, via nos activités principales, où nous, notre métier, c'est de faire de l'engagement citoyen un révélateur des talents des jeunes. Donc nous, on est là pour aider les jeunes à passer à l'étape suivante, une fois qu'ils ont eu un bénévolat, une mission de service civique ou un volontariat. Parce qu'en fait, notre conviction et ce qu'on a constaté depuis 2012, c'est que quand on s'engage pour les autres, quand on donne du temps à la collectivité, en fait, on apprend en même temps. On apprend, on développe des compétences, on a une première expérience pré-professionnelle. Et donc, c'est un révélateur de talent, en particulier dans une optique d'égalité des chances. Parce qu'il y a plein de jeunes, et ça, je le dis aussi aux parents qui nous écoutent, pour qui l'école, ça se passe pas très bien, pour qui l'accès à l'enseignement supérieur, c'est compliqué. Et il y a plein de jeunes qui vont avoir tout raté à l'école, mais qui en fait vont être extraordinaires une fois qu'ils vont être mis en action. Et donc, nous, notre conviction, c'est qu'il faut qu'on s'appuie sur cet engagement-là, puisque c'est aussi un désir des jeunes. C'est extrêmement valorisant pour eux. Ça leur permet de reprendre confiance et d'apprendre des choses et aussi de se poser la question de l'orientation pour la suite de manière différente. Voilà, moi j'ai été bénévole dans telle association pendant 3 mois. J'ai organisé un festival culturel. En fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Et nous, notre métier, c'est de capitaliser sur cette expérience-là pour préparer la suite et donc pour aider les jeunes, soit à reprendre leurs études, soit à trouver un emploi ou à créer leur activité. Et donc, on s'adresse aux jeunes entre 16 et 30 ans. Et on a des jeunes qui ont en moyenne d'âge un peu plus de 20 ans, mais on va avoir, voilà, comme je le disais, on est ouvert jusqu'à 30 ans, donc c'est assez varié en termes de platage. Mais là, moi, vas-y, Barbara. Et aux États-Unis, tu as raison, rien, hein, le bénévolat, il sert à ça. Il sert à construire des talents, à acquérir des compétences on n'acquiert pas à l'école, à développer certaines compétences. Et donc, du coup, sur les universités, il y a tout un dossier qui est fait pour ceux qui ont fait du non-profit ou qui ont monté des projets en deçà à côté de l'école. Et ça, c'est très important. Alors, il paraît que ça commence à se voir dans les lettres de motivation dans Parcoursup, etc. Mais vraiment, c'est un vrai révélateur de talent. Et en entreprise, enfin, quand on recrute, on regarde aussi. Moi, j'aime beaucoup ces profils un peu atypiques qui sont sortis de l'école, qui ont fait des projets. Enfin, ça, qui donnent de leur temps. Tu vois, moi, j'en ai une là qui prend un mois de sabbatique, de congé non rémunéré. On cherche mes mots et elle fait du non-profit pendant un mois. Et c'est un profil canon. Et on se passe d'elle pendant un mois parce que quand elle revient, elle est hyper motivée, elle est encore plus riche, elle a développé d'autres compétences et on adore, c'est sûr. Ouais, j'en parlais il y a 2 semaines puisque j'ai remplacé Amélia pour remettre un prix, nos Future Awards, sur les grandes écoles. Et justement, j'ai remis le prix de l'engagement. Et donc tous les jeunes qui s'engagent dans les associations étudiantes. Et ça m'a donné l'occasion de moi partager mon parcours, parce que moi j'ai été élue étudiante nationale dans les syndicats étudiants, ce qui m'a permis à 22 ans de négocier avec des ministres, de rédiger des contributions, etc. Et ça a été franchement des compétences que j'ai apprises
en amont et quand je suis arrivée en entreprise, ça a été une vraie valeur ajoutée, quoi, parce que, voilà, j'avais appris, déjà, enfin à négocier. En termes de savoir-être, c'était vraiment une vraie valeur ajoutée et après moi, quand j'étais DRH, je regardais tout le temps les activités associatives et je mettais toujours beaucoup plus, on va dire «de points» entre guillemets à ceux qui avaient, des activités extrascolaires, et associatives versus ceux qui, n'avaient rien fait, quoi. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui va te permettre de développer, des compétences que tu développes pas dans ton parcours académique. Et c'est pour ça que, comme tu le dis, hein, c'est un formidable outil, pour apprendre, pour développer ses compétences, mais c'est aussi un élément essentiel, en termes de santé mentale pour les jeunes. Parce qu'en fait, notamment sur la question environnementale, on est dans un univers qui est extrêmement anxiogène et en fait, la meilleure manière de reprendre confiance, de lutter contre la morosité, c'est aussi d'agir et pour ça, le bénévolat, le volontariat, le service civique, c'est un formidable outil pour permettre aux jeunes d'être actifs, et aussi d'aller mieux, tout simplement. Et donc c'est vrai que, pour des parents, qui parfois peuvent être un peu inquiets sur, l'orientation et l'avenir, je pense qu'il faut, notamment dans le contexte que vous décrivez, où on a quand même pas mal bougé en France, hein, sur cette question-là. Il faut pas se dire que ce projet associatif en parallèle des études ou à côté ou ce service civique, en fait, ça va lui faire perdre du temps, c'est pas vrai. Ça commence à être de plus en plus valorisé par les établissements, d'enseignement supérieur. Il y a des universités qui, vont, donner des points ou des crédits ECTS en plus dans certains diplômes pour récompenser et valoriser cet engagement citoyen des jeunes. Donc c'est vraiment une première expérience et c'est aussi un il faut pas oublier que ça peut être, aussi un sas, possible en cas d'échec, parce que ça arrive, malheureusement assez régulièrement dans l'enseignement supérieur, pour se poser, se réorienter et rebondir pour la suite. Mmh. Bah, moi je vois, hein, quand j'étais dans le syndicalisme étudiant, il y en avait, qui passaient plus de temps, dans le bureau du syndicat qu'en cours Bien et qui sûr. ont fait Amélia, toi, vous faites pas mal d'ateliers dans les villes et cetera. Est-ce que vous voyez qu'il y a des jeunes qui veulent s'engager, par exemple, sur soit le sujet d'éducation, ou Oui, alors, j'allais raconter, une expérience plus personnelle, qui n'a pas de rapport direct avec Coloris, mais, parce que ça fait vachement écho avec tout ce que vous dites. bah, oui, C'est vrai toi, que tu as fait un peu de militantisme, entre guillemets, enfin, je me suis engagée, quand j'étais étudiante et c'est vrai que quand je raconte mon parcours, en interview ou dans des entretiens, c'est cette expérience-là d'engagement qui est la plus significative pour moi. Donc je suis partie 2 mois au Mexique, dans une fondation pour enfants des rues. Mais on avait toute une année au préalable de préparation de ce voyage, de collecte de fonds, enfin voilà, déterminer qu'est-ce qu'on allait faire sur place et cetera, quels acteurs politiques, sociaux on allait rencontrer et puis après voilà 2 mois au sein d'une fondation pour enfants des rues, enfin pour moi c'est de loin l'expérience, la plus marquante que j'ai eue de mon parcours, bien au-dessus de pas mal d'expériences professionnelles et oui, ça a été extrêmement, apprenant pour moi. Et après, coloris, oui, moi ce que je vois de plus en plus et ce qui me réjouit, beaucoup, c'est, des candidatures, d'élèves, de grande école, qu'on reçoit nous, chez Coloris. Donc on a des interventions de terrain, auprès des jeunes, de milieux plutôt, fragiles ou ruraux, voilà. Hem et on a de plus en plus d'étudiants de grande école qui ont envie de faire leur stage au sein de Coloris, parce que, pour eux, c'est effectivement, une forme d'engagement, quoi et ça me fait plaisir de voir qu'on arrive à avoir des profils aussi bons que des grands cabinets de conseil ou de grands groupes, alors qu'on est une toute petite structure. Enfin, alors on a été racheté l'année dernière, mais je vais pas refaire l'histoire, mais voilà, à l'époque, en tous les cas, on était une toute petite structure de l'ESS, mais finalement aussi attractif pour ces profils que, des voilà, structures plus traditionnelles, quoi. et je pense aussi, enfin, j'ai pas les chiffres, mais il y a aussi de plus en plus d'étudiants qui décident de faire aussi des années de césure pour aller, s'engager et faire ce que tu as fait, au Mexique. Enfin, je trouve que ça devient de plus en plus commun d'avoir une année où on va, essayer aussi de faire de nouvelles choses. Oriane, je sais pas si tu as des infos là-dessus, Bah, oui, c'est devenu, c'est beaucoup plus courant que ça ne l'était, il y a une dizaine d'années et comme je le disais, notamment parce que c'est valorisé dans un certain nombre de cursus, de l'enseignement supérieur. Mmh. Il était effectivement souhaité, bon, c'était avant l'été, donc une époque préhistorique, politiquement parlant, mais heu, il avait été annoncé, qu'il y aurait désormais davantage d'incitation à faire une année de césure
pour que les jeunes qui fassent ce type de choix ne soient pas pénalisés dans leur parcours. Et encore une fois, aux US, c'est complètement courant cette année de césure. Le high school, c'est même recommandé. Et les universités te mettent en suspens certaines universités jusqu'à 2 ans, elles mettent en suspens ton dossier d'admission, donc elles te gardent ta place. Donc effectivement, il faut que le système scolaire favorise ce genre de choses, et on a même évolué sur le vocabulaire, parce qu'on dit année de césure. À notre époque, on disait année sabbatique, que moi j'ai pris après mon bac pour faire du snowboard et travailler associativement, tu vois, avec notre club des sports, à monter la Fédération française de snowboard, etc. Mais je le valorise maintenant, tu vois, je suis comme toi, mais si je réfléchis, c'est cette aventure finalement qui m'a construit, je le valorise maintenant. Mais avant, c'était la honte. Tu vois, t'étais sorti du système scolaire. C'était genre année sabbatique, t'as rien fait, quoi. Déjà, le terme année sabbatique, ça sous-entend année de vacances. Juste ça. Sabbatique, on oublie, on fait césure et on le fait tu vois, c'est un projet de vie. Et puis pour maturer, enfin pour gagner en confiance en soi et en maturité. Pas maturation. C'est devenu quasi standard maintenant dans beaucoup de grandes écoles, et à l'université, ça commence doucement. Mais c'est pas forcément encouragé, et c'est pas forcément systématique qu'on puisse garder sa place dans une formation si on prend un an pour aller faire autre chose, ce qui est évidemment dommage par rapport à tous les bienfaits qu'on a décrits de ces possibilités d'engagement citoyen pour les jeunes eux-mêmes et pour la société, tout simplement. Alors juste, j'ai trouvé quand même des éléments sur les sujets qui les mobilisent le plus. Donc aujourd'hui, les jeunes s'engagent massivement pour 1, le climat et la biodiversité, 2, les inégalités sociales, 3, la santé mentale. Je pense que ça, c'est assez nouveau. Et 4, la cause animale. Donc en fait, c'est des thématiques qui les touchent de façon intime et directe. Et donc, on peut dire que les jeunes, ils sont pas moins engagés, ils sont plutôt engagés autrement, et qu'ils ont quand même envie de qu'on leur donne leur place et d'agir. On va passer maintenant à la question de parents, et on va répondre à ta question de tout à l'heure, Barbara, sur comment est-ce qu'on peut s'engager. Donc là, il y a un papa qui nous dit: ma fille de 12 ans veut s'engager dans une association pour la planète. Je trouve ça super, mais je ne sais pas par où commencer ni vers qui me tourner. Est-ce que vous avez des idées, vous? Alors oui, évidemment, on peut que saluer le fait que dès 12 ans, il y ait des adolescents qui aient envie de s'engager pour la planète, et comme je le disais, c'est vraiment une bonne réponse pour eux, pour se mobiliser et voir toutes les évolutions qui nous concernent de manière, enfin pas uniquement de manière négative, mais aussi pour voir comment eux peuvent agir. Alors quand on a 12 ans, on peut pas forcément être bénévole dans toutes les associations. Mais par contre, on a déjà des possibilités d'engagement tout simplement au collège. On peut être délégué de sa classe déjà pour commencer. Si on aime les questions environnementales, on peut être éco-délégué. Donc ça, c'est des collégiens qui vont spécifiquement porter la question environnementale en classe et dans l'établissement. Mais on peut aussi, par exemple, être ambassadeur de la lutte contre le harcèlement. Donc ça, on n'est pas sur la question environnementale, mais ça peut aussi être une manière de s'engager auprès de ses camarades de manière positive. Et ensuite, peut-être en termes de sources d'informations, moi j'aurais peut-être 2 sites à recommander. Il y a le site jeunesbénévoles.org qui va donner pas mal d'informations sur les possibilités de s'engager au plan associatif quand on a moins de 16 ans. Et il y a évidemment les juniors associations qui ont un réseau national maintenant, qui s'adressent aux 11-18 ans. Qui peuvent être aussi une bonne réponse pour une jeune fille de 12 ans. Et enfin, ne pas oublier qu'on peut aussi être jeune sapeur-pompier dès l'âge de 11 ans, et on peut aussi accompagner ses parents s'ils sont eux-mêmes bénévoles dans pas mal de missions différentes. Donc évidemment, il y a beaucoup plus d'opportunités à partir de 16 ans, que ce soit via du bénévolat ou via du service civique, mais on peut tout à fait commencer à 12 ans dans pas mal d'associations.
Merci beaucoup, Oriane. Moi, j'avais noté un peu, j'avais aussi fait un petit peu de travail de recherche. Donc oui, effectivement, il y a les juniors associations qui sont très recommandées. Donc le site, c'est juniorassociation.org. Je le mettrai dans les notes de l'épisode, où en fait, on va pouvoir monter son propre projet associatif. Il y a aussi, j'ai trouvé les petits débrouillards. C'est une association qui propose des actions citoyennes autour de l'écologie et du développement durable, et on peut s'engager dès 8 ans dans de nombreuses villes de France. Il y a les Clean Walk, les marches pour nettoyer la nature. Il suffit de s'inscrire sur la plateforme World Cleanup Day ou Clean Walker France. Il y a l'UNICEF dès 6 ans, où on peut apprendre les droits des enfants, comment s'exprimer, avec des ateliers et des groupes d'expression. Et ensuite il y a le site jeveuxaider.gouv.fr, qui permet en fait de retrouver toutes les missions ponctuelles à faire en famille, comme les maraudes, les distributions alimentaires, les recycleries ou friperies solidaires, la plantation d'arbres. Tout ça, c'est à retrouver sur jeveuxaider.gouv. Et puis j'avais trouvé aussi des petites lectures à recommander pour les parents. Les enfants du climat aux éditions Seuil, le petit guide pour sauver la planète, Je veux aider, qui en fait permettent aux enfants de voir comment est-ce qu'ils peuvent agir. Est-ce que vous avez des ressources complémentaires, mesdames? Oui, nous, ce qu'on avait fait une année, je me suis dit qu'on allait le refaire cette année parce que ça avait vraiment marqué mon fils à l'époque qui avait 7 ans. C'est tout simple, on s'était engagé avec, Petits Frères des Pauvres à aller, rendre visite à une personne âgée isolée, le jour de Noël. Et vraiment, enfin, je pense qu'on a plus reçu que cette dame, qui était tellement, heureuse de nous accueillir chez elle. Et en fait, Petit Frère des Pauvres prépare un petit paquet cadeau avec, des petites confiseries, des confitures et cetera, et vraiment, c'était très, très fort, pour nous aussi. Mon fils a adoré. Il lui avait préparé un petit dessin, voilà, et je me suis dit qu'on allait le refaire. Et alors c'est vrai que des fois le quotidien fait qu'on pense pas à s'engager, mais en fait en s'engageant, on reçoit aussi soi-même tellement et c'est tellement vertueux comme démarche, pour tout le monde. Super Ouais. expérience, on note. Ouais. Barbara, tu voulais? Du coup, il y a une association qui s'appelle Surfrider et qui aussi permet de ramasser les déchets sur la plage. Et donc, voilà, ils cherchent toujours des bénévoles, mais ça rejoint les journées nationales de ramassage des déchets. Il y a souvent, effectivement, ça, on a vu autour de chez soi pour ramasser les déchets. Et sur le site que tu as soutenu, je veux aider .gouv, effectivement, là, on a repéré des choses où on peut distribuer des repas, donc c'est genre pour la Croix-Rouge, c'est pour les Restos du Cœur au supermarché. Et ça, il y a pas d'âge, enfin, il y a l'âge minimum de 12 ans, mais là, tu te mets au début du supermarché et tu récoltes soit pour la cause des femmes qui en difficulté, soit les Restos du Cœur. C'était un truc facile qu'on a fait l'année dernière. Mais en fait, ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que quand on veut faire de l'engagement comme ça, quand on est jeune, il faut aussi avoir des parents souvent qui sont disponibles, je sais pas s'il y a des, des études qui ont été faites là-dessus, mais je pense que les enfants de parents engagés sont plus engagés que les enfants Ouais. de parents pas engagés. Mais je sais pas, c'est une bonne question, Oriane. Si effectivement, si tu as des statistiques, si l'ado est en rupture et donc il a envie de s'engager sur des choses, parce que tu le disais très bien, en fait, quand on s'engage et qu'on est jeune, on a envie d'avoir un impact. Et donc d'être en rupture avec un système dans lequel on est et de faire différemment. Donc c'est vrai que ça serait intéressant comme statistique. Est-ce que c'est leur motivation d'être en rupture avec le système actuel? Et alors l'environnement, c'est vraiment être en rupture avec la société de consommation dans laquelle on est, donc ses parents, enfin sûrement donc ses parents. Ou alors c'est un exemple et on suit nos parents.
Non, ça, je saurais pas te répondre et moi, j'aurais pas la statistique. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que parmi les jeunes qui s'engagent, notamment en service civique, enfin, je vais décrire l'expérience que je connais, heu, c'est à partir de 16 ans et il y a des jeunes qui font ça, parce que, c'est indemnisé, 600 € par mois, parce qu'ils vont plus en cours, parce qu'ils savent pas quoi faire et pas forcément, par un souhait, de sauver le monde, qui peut animer, d'autres jeunes et qui vont le faire, spontanément et sans forcément se demander combien de temps ils vont le faire et combien ça va être indemnisé. Mais en fait, c'est ça qui est formidable avec, le bénévolat ou avec des dispositifs de volontariat, c'est que c'est ouvert à tous et donc c'est vrai qu'aujourd'hui en France, on est plus susceptible de s'engager quand on a un diplôme de l'enseignement supérieur, ça c'est vrai, mais ça fait quand même partie des rares domaines où en fait toute la société peut participer. Ce qui nous manque quand même encore dans une société où les inégalités sociales ont augmenté. Et donc le sujet, c'est de s'assurer que l'information, elle est accessible, et que les associations vont aussi suffisamment bien pour proposer aussi, des opportunités, pour faire du bénévolat, pour, faire du volontariat en leur rang, ce qui est pas forcément le cas là en cette fin d'année, 2025. Et c'est ça le sujet. Et donc on a la chance, d'avoir un réseau associatif très riche avec, 20 millions de bénévoles. C'est un des rares endroits où on peut faire se rencontrer des gens qui ne se rencontrent plus, que ce soit à l'école ou au travail. Et donc, il faut vraiment qu'on s'assure qu'on soutient aussi cette dynamique d'engagement, notamment parce qu'elle répond à une demande des jeunes, même s'ils veulent pas forcément le faire exactement de la même manière que les générations précédentes. Ouais, et après, en plus, je pense qu'il faut un peu démystifier, s'engager, c'est pas être Greta Thunberg, quoi. Parce Mmh. que, enfin, voilà, on a des images, voilà, ça peut être des petites choses du quotidien, enfin, moi, je pense, ma cousine, par exemple, elle est au secours populaire, elle fait des maraudes 1 fois par semaine, depuis, la fac, et voilà, c'est dans son planning et toutes les semaines, elle le fait et voilà, elle a de l'impact et elle est engagée, quoi. Tout à fait, hein. Par Et par exemple, curiosité, pardon. vas-y. Non, un ado, qui va entraîner les petits, toutes les semaines au club de foot, il va pas forcément te dire qu'il est un citoyen engagé. Mais en fait si, parce qu'il contribue aussi à l'éducation des plus jeunes. Mais il va pas forcément te le présenter comme ça et ça, pour le coup, c'est accessible à tout profil de jeunes, quel que soit son parcours. Et par curiosité, est-ce que vous voyez, parce que Amélia aussi, mais est-ce que vous avez tendance de bénévolat par des jeunes et leur motivation, c'est que l'activité soit instagrammable? Alors ça, c'est une, colle. Moi, j'ai pas remarqué. J'ai remarqué qu'ils avaient très envie de le faire quand ils pouvaient, et à l'Institut de l'engagement, on organise, 2 fois par an nos universités de l'engagement, pour les jeunes qu'on accompagne et donc c'est pour faire se rencontrer, la jeunesse engagée avec des personnalités de haut niveau, et des entreprises et donc effectivement, ils ont besoin et envie, de le faire savoir sur Instagram, très vite, mais je suis pas sûre qu'ils viennent pour ça. Je pense qu'on n'en est pas encore là. Mais je pense que c'est une bonne question, Barbara, parce qu'il y a eu un bad buzz, hein, d'un influenceur, réseaux sociaux, qui en fait, a fait, tout un film, et tout, sur, des orphelins en Afrique, et qui a eu pas mal de reproches sur le fait qu'il faisait ça pour les vues, quoi. Donc c'est une Ouais. question, qui je pense est un peu légitime parce qu'on voit quand même aussi, quelques dérives. Merci beaucoup pour tous ces conseils. On va passer à notre quiz sur, l'engagement citoyen dès le plus jeune âge. Que savez-vous vraiment? Alors, je vous pose des questions, à chaque fois réponse A, B ou C. Barbara et Amélia, je vous rappelle que depuis le début de la saison 2, on compte les points et qu'il y aura un grand gagnant des chroniqueurs permanents à la fin de la saison. Donc on se motive, on se mobilise pour répondre et avoir les bonnes réponses. Alors, question 1. Quel pourcentage des Français se disent engagés bénévolement dans une association en 2024? Réponse A, environ 24%. Réponse B, environ 40%. Réponse C, plus de 50%. B. B. Ah, et ben c'est Oriane qui a la bonne réponse. C'est 24% selon les derniers chiffres. Enfin, un quart des Français participent à une activité bénévole. Question 2. Parmi les personnes engagées bénévolement, quelle proportion le fait chaque semaine?
Réponse A, 9%. Réponse B, 20%. Réponse C, 35%. B. Eh ben, c'est la réponse A. Effectivement, les engagements réguliers sont plus rares. Seuls 9% des bénévoles donnent de leur temps chaque semaine. Question 3, vrai ou faux? Aujourd'hui, les jeunes s'engagent surtout à travers les partis politiques ou syndicats. Faux. Les jeunes privilégient des formes d'engagement souples, concrets et locales, actions de terrain, collectifs, éco-délégués, marchés, réseaux sociaux. Question 4. Quel dispositif permet à des jeunes de 16 à 25 ans de réaliser une mission d'intérêt général rémunérée? Bon, Oriane en a parlé. A, le service national universel. B, le service civique. C, les éco-délégués. B. Le service civique. On connaît combien de jeunes en font par an du service civique? Ouais, c'est environ 80 000 par an maintenant. Ah, c'est pas mal, hein. Il dure entre 6 et 12 mois et permet aux jeunes de s'engager pour la société tout en recevant une indemnité. Question 5. Quels sont les freins les plus souvent cités par les jeunes à l'engagement? Réponse A, le manque de temps. Réponse B, le sentiment que ça ne sert à rien. Réponse C, le manque d'informations sur les possibilités. Réponse D, toutes les réponses. C. Je dirais C ou D. Eh ben, c'est D, toutes les réponses. Les jeunes veulent s'engager, mais manquent parfois de temps, de visibilité et de reconnaissance. D'où l'importance de les accompagner. Et c'est une enquête de France Bénévolat qui date de 2023. Et dernière question, à partir de quel âge peut-on devenir éco-délégué dans un collège en France? A, 10 ans, B, 12 ans, C, 15 ans. B. C'est B, 12 ans, enfin 12 ans, c'est 11-12 ans. C'est dès la classe de 6e. Les élèves peuvent être élus éco-délégués et participer à des projets concrets pour l'environnement dans leur établissement. Après, moi, je posais une question à mon fils parce que dans les éco-délégués, il y a que des filles. Donc, j'aimerais bien savoir les stats, si être éco-délégué, c'est genré ou pas. Nous, ce qu'on voit dans les jeunes qu'on accompagne, c'est qu'on a plus environ 70% de jeunes femmes. Ok. Donc, il y a effectivement un tropisme fort sur service civique et bénévolat avec une très forte proportion de jeunes femmes. 70%. Énorme. Donc il y aurait quand même un espèce de, enfin le bénévolat est assimilé au care, à l'aide, etc. Et donc c'est plus les filles par leur éducation. Enfin, je sais pas s'il y a des études qui ont été faites là-dessus, mais C'est sûr que ça joue, parce que bon, nous, on est aussi un peu le reflet de la sociologie du service civique. Et en fait, la plupart des missions, c'est aider les autres, éducation, culture, solidarité. Et donc, effectivement, il y a un biais assez fort genré sur les jeunes qui s'y impliquent. bon, et du coup, on va essayer d'inciter les garçons à briser le plafond de verre du bénévolat, hein, et à s'investir davantage. Bon, et on a fini avec ce quiz et on a fini avec cet épisode de Génération Parents. Merci à nos invités. Merci Oriane pour tes éclairages. Merci à Barbara et Amélia. J'espère que vous repartez avec des idées pour accompagner vos enfants dans le chemin du bénévolat. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et plein de nouvelles idées. Merci. Si vous avez aimé cet épisode de Génération Parents, n'oubliez pas de vous abonner sur les plateformes de podcast ou sur YouTube et de nous laisser un commentaire. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. Merci.